Un des éléments importants lorsqu'on fait des trajectoires en slam, c'est de fermer des boucles. Si vous faites du slam et que vous ne fermez pas des boucles, vous ne faites pas vraiment du slam. Ce n'est pas du slam qui est très efficace. On voit ici donc un robot qui va faire une trajectoire en forme d'épingle à cheveux. Et vous voyez comment, en bleu ici, ça va être l'incertitude du robot. Donc, on voit comment elle grandit. L'estimé des points de repère, donc on voit ici qu'ils grandissent en fonction des déplacements parce que, rappelez-vous, lorsque je découvre un point de repère, il y a au minimum l'incertitude de la pose du robot plus l'incertitude du capteur qui vient s'ajouter à ça. Donc, quand on regarde ça, on se dit, ben là, c'est sans espoir. Là. Plus je me déplace, plus mon incertitude croît. Mais la beauté du slam, c'est lorsqu'arrive le moment magique où mon robot ici réaperçoit un point de repère qu'il avait vu au début. Là, ce qui arrive dans le fond, c'est que en cas là, si vous vous rappelez, on fait de la fusion. Donc, j'ai deux évidences. J'avais ma grande incertitude sur la position du robot qui est ici. Là. Quand je fais une prédiction, là, ma covariance va être très, très grande ici. Donc, j'ai une évidence qui a une très large covariance. Puis après ça, j'ai l'estimé la position du véhicule par rapport au repère qui va être la covariance du point de repère plus la covariance due à la mesure relative, mais qui devrait quand même être pas si pire. Fait que clairement, entre les deux, qui gagne, ben, ça va être la mesure du point de repère et non pas l'incertitude, et non pas l'estimé préalable qu'on avait en bleu ici. Donc, ce qui va arriver, là, mon incertitude va baisser beaucoup parce que le fil de canal va dire non. 95 98 de ton information maintenant, ça provient de la mesure du point de repère. 2 provient de ton estimé préalable. Puis là, vous voyez comment l'incertitude sur l'estimé de la pose, c'est beaucoup rétréci. Notez ici, là, j'ai pas réduit l'incertitude sur les ellipses en bleu parce que là, je fais du filtrage. Si j'avais fait du smoothing, ces incertitudes-là auraient diminué. Ce qui est intéressant aussi, je vais reculer en arrière. Donc, vous voyez l'incertitude sur les points de repère en rouge. Bien, ce qui va arriver grâce justement au terme de la matrice de covariance, vous voyez comment la covariance maintenant des points de repère aussi fortement diminué. Parce que je sais que j'ai des corrélations entre les différents points de repère puis la pose actuelle. Donc, comme j'ai gagné beaucoup d'informations, bien, on la redistribue, cette information-là, à robot. Donc, vous voyez comment les incertitudes des points de repère aussi, en une seule itération, si vous voulez, ont grandement chuté parce que j'ai réaperçu un point de repère précédent. Donc, c'est baisse soudaine et sur l'incertitude du robot et sur l'incertitude des points de repère. Donc, si vous voyez l'importance ici de fermer la boucle, quand je ferme la boucle, tout le monde gagne, si vous voulez. Puis tout le monde gagne le gros lot. Donc, c'est important lorsqu'on fait les trajectoires de revenir souvent à des points qui ont été visités. Puis, c'est ce qu'on fait nous aussi, les humains, lorsqu'on va dans une nouvelle ville. On a tendance on explore un peu, puis après ça, on se rabat sur des chemins qu'on a déjà vus parce qu'on a une bonne certitude sur ces points-là. Donc, la trajectoire elle-même va avoir une grande influence sur la covariance associée au point de repère dans notre carte. Point important, il faut aussi être capable de ce qu'on appelle la détection des boucles, là, donc de découvrir ou de détecter que, en passant, ces points de repère-là, même si ça fait 10 minutes que je ne l'ai pas vu, là, je reconnais. Et c'est d'autant plus crucial que vous voyez que ici, je voyais le point de repère ici, je le voyais de ce côté-ci, alors que je suis rendu ici, je le voyais de l'autre côté. Donc, d'avoir des méthodes qui peuvent, de façon très robuste, redétecter des points de repère qui ont déjà été vus. Et dans l'exemple ici, là, je l'ai fait en vidéo parce que c'est très long à faire manuellement. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de points de repère en noir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup, beaucoup de zigzags dans ma carte, si vous voulez, pour gagner beaucoup d'informations. Puisqu'on va voir donc au début, donc vous voyez le genre de la grosseur des ellipses. Puis, quelque part, les points de repère qui sont situés plus loin du point de départ vont généralement avoir des incertitudes qui sont plus grandes. Parce que à mesure que je m'éloigne du centre ici, ben là, c'est sûr que je suis en périphérie. Ça veut dire que l'incertitude ici, ben, c'est toute l'incertitude que j'ai accumulée, mais aussi rétrécie parce que j'ai vu des points de repère en chemin. Mais il reste que c'est comme transporter de l'eau, puis l'eau s'évapore. Plus je suis loin de la fontaine qui sera au centre, ben, moins il me reste d'eau dans mon seau. Donc, ce qu'on voit ici avec beaucoup, beaucoup, beaucoup vous voyez ici, j'ai fait 980 trajectoires rectilignes. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, les points de repère en périphérie, leur incertitude est plus grande que les points de repère qui sont situés au centre. Puis quand je dis le centre, c'est au niveau du point de départ du robot. Et ça veut dire que oui, je peux continuer à patrouiller, puis l'écart va diminuer.
Et c'est probablement un écart qui va diminuer en fonction de 1 sur racine carrée de n. Donc, pour être capable de beaucoup réduire l'incertitude ici, il va falloir que je fasse beaucoup, 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 beaucoup d'allers-retours. Ce qui, à un moment donné, ça ne vaut pas la peine. Donc, on frappe un peu une certaine limite, d'autant plus qu'il va y avoir une incertitude minimale dans ma carte pour les points de repère. Parce que, n'oubliez pas, mon robot, je me fie sur les points de repère pour me localiser. Donc, si les points de repère originaux, si vous voulez, ont une grande incertitude, ou une incertitude, je veux dire, d'une valeur C, je peux pas, je pourrais pas avoir des incertitudes moins que C ailleurs dans ma carte, si vous voulez. Donc, ça va vraiment mettre une borne inférieure sur la certitude, sur les points de repère. Puis, nécessairement aussi, quand je me fixe les points de repère pour me localiser, ça va mettre aussi une borne inférieure sur la précision à laquelle je peux me localiser. Donc, c'est fini. Je ne peux pas aller plus bas que ça. Ça va dépendre, par exemple, si mon point de repère était visible dès le début, puis que j'avais une bonne mesure de capteur, l'incertitude de ce point de repère-là va être relativement faible. Mais si ça se donne qu'il n'y avait pas de point de repère visible au début, puis je me promène, ça va causer problème plus tard. Donc, en résumé, lorsqu'on fait du SLAM avec de l'EKF, donc la carte, ça va des entrées dans mon vecteur d'état. On propage le robot comme dans un EKF normal, donc les 3 variables d'état ici, là, x, y, θ. Les mesures extéroceptives, ça va venir baisser l'incertitude donc sur le robot et sur la carte M. Très important de revisiter les points de repère du début, ceux qui ont le minimum d'incertitude. Donc, encore là, je répète, la trajectoire du robot va avoir un impact très important sur la précision de la carte. Donc, tous les gens ici qui ont des projets de SLAM, et peut-être même que dans votre carrière, vous allez faire du SLAM, rappelez-vous, cette trajectoire-là, c'est clé pour la réalisation de cartes qui sont précises. Puis, EKF, malheureusement, temps de calcul M carré, donc ça va très rapidement croître. Donc, c'est dès qu'on dépasse 1000 points de repère, oubliez ça, on peut plus faire de l'EKF SLAM. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque EKF demande trop de temps? On pourrait prendre, puis que le filtre à particules n'est pas accessible dans la version naïve. Parce que si vous vous rappelez, le filtre de particules, c'est la quantité de particules qu'on a besoin, c'est exponentiel en nombre de dimensions. Puis là, si mon vecteur a 1000 dimensions, j'aurais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de particules pour couvrir cette distribution-là. On avait vu des techniques précédemment pour être capable de résoudre ces problèmes-là. On va ici explorer avec FastSLAM, de faire du SLAM avec un filtre à particules. Donc, une particule, ça va contenir la pose du robot et la carte. Et le nombre, si vous vous rappelez, là, j'avais mentionné, disons que j'ai 50 points de repère, on aurait 103 dimensions, nombre exponentiel de particules serait exposé en 103, ça serait immense, ça serait impossible à résoudre. La solution qu'on avait vue, c'était la Rho-Blackwellisation. Puis, essentiellement, notre particule, donc le vecteur d'état associé à notre particule, j'ai x, y, θ. Et après ça, je vais avoir des points de repère qui vont essentiellement être mis à jour avec des filtres de Kalman. Donc, c'est une combinaison filtre à particules et filtre de Kalman. Et je vais avoir donc le point de repère M1, puis je vais avoir ce que ça va être dans le fond, ça va être et le centre de ma distribution et la covariance associée à ma distribution. Et ça va être mis à jour par un fil de Kalman. Donc, je vais avoir autant de fils de Kalman où je vais appliquer autant de fois le fil de Kalman que j'ai de points de repère N. On voit ici mon robot qui est simplement un robot ponctuel X, Y, θ. Donc, lui, ce n'est pas une distribution. Tu te rappelles, un filtre de particules, c'est juste un échantillon. Puis c'est l'ensemble des particules qui font la distribution. Donc, ça va être l'ensemble des particules, donc l'ensemble des robots ici qui vont capturer la distribution de la pose du robot. Et vraiment, mon point de repère ici, ça va être un centre et une covariance. Deuxième point de repère, troisième point de repère. Donc, ces 3 points de repère-là sont mis à jour avec des filtres de Kalman. Et le fait de faire justement cette Rho-Blackwellisation-là va faire qu'on n'a pas besoin d'avoir un nombre exponentiel de particules. Le nombre de particules qu'on va avoir besoin ça va être un nombre très limité avec des fois 5-10 particules. C'est suffisant pour être capable d'avoir une bonne estimation de l'environnement puis de la pose du robot. Donc, l'algorithme de FastSLAM, le voici. C'est très proche d'un algorithme de filtre de particules, vu que c'est un filtre de particules essentiellement avec un filtre de Kalman. Donc, pour chacune des particules, je vais propager uniquement la partie qui est reliée à la pose du véhicule. Alors, la propagation va être basée donc sur la fonction de déplacement. Puis, rappelez-vous qu'un filtre de particules, j'injecte du bruit dans ma fonction de déplacement pour faire un déplacement aléatoire. Ensuite, on va venir pondérer. Donc, W ici, c'est le poids de ma particule.
Et on le pondère avec la vraisemblance des mesures. Puis ici, la vraisemblance des mesures, ça va être donc est-ce que les mesures des points de repère sont consistants avec la pose du véhicule puis la carte. Des particules qui donnent des mesures inconsistantes entre les points de repère et la carte, entre les points de repère puis le véhicule, pardon. Ces particules-là le poids va diminuer très rapidement, puis ces particules-là vont éventuellement avoir un resampling qui va se faire. On voit ici normalisation, resampling. Et après ça, pour chacune des particules, pour chacun des points de repère, un peu comme on l'avait fait dans EKF, on va mettre à jour la position du point de repère. Donc encore là, ici, on fait l'hypothèse qu'on connaît parfaitement l'association entre les points de repère et entre les points de repère et les mesures. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Le resampling ici, c'est intéressant ici parce que ce qui va arriver, c'est qu'au début, je mets des points de repère. Quand je crée la carte, il faut que je l'initialise au hasard. Je vais placer des points de repère au hasard sur la carte. Puis rapidement, ce qui va arriver, c'est que les mauvaises cartes, en une itération, 2 itérations, vont être éliminées complètement. FastLam, ici illustré avec 2 particules. Donc, imaginez que en noir, c'est la vérité terrain, parce qu'on ne connaît pas. Une particule, ça va vraiment être quelque chose comme, par exemple, la particule 1 va me dire, je pense que le robot est situé ici, puis je pense que le point de repère 1 est situé ici avec, ça c'est mon incertitude. Et pour le point de repère 2, je pense qu'il est situé ici avec telle incertitude. Puis pour la particule 2, la bleue, je pense que le robot est situé ici, puis je pense que le point de repère est situé ici avec telle incertitude, et même chose pour le point de repère 2 ici. Et là, ce qu'on va faire, tourner le filtre FastLab. Donc, on va dire, j'ai une commande ici qui est appliquée. On applique la commande. Donc, ça, c'est la commande qui est appliquée réellement. Puis après ça, on applique la commande dans le filtre de particules. Donc, par exemple, ça va déplacer le robot en bleu, en vert et en bleu, comme ici. Et après ça, il va y avoir des mesures. Donc, vous voyez, la mesure, je la prends à partir du vrai robot vers ici. Et là, donc, ça veut dire, j'ai 2 mesures ici, que j'ai 2 points de repère. Et là, ce qui va arriver, c'est que mes mesures, après ça, je vais les prendre, puis on va les placer sur dans notre filtre de particules, dans le fond, sur notre simulation. On va venir voir, est-ce que les mesures Z1 et Z2 sont vraisemblables? Puis, ce qu'on voit, par exemple, ici, sur une particule qui représente la position du robot, disons que j'ai un point de repère 1 avec sa covariance, point de repère 2 avec sa covariance. Ce qu'on voit, c'est, vous voyez ici, ça, c'est exactement les mêmes mesures, mais elles vont aboutir à des endroits différents dans les coordonnées globales parce que vous voyez ici, l'orientation du robot n'est pas la même. La position n'est pas la même. Mais ce qui arrive ici, on voit clairement que pour la particule 1, bien, sachant où est-ce qu'on pense que les points de repère sont et sachant où est-ce qu'on pense que le robot est, on voit que les mesures ici sont relativement vraisemblables. Donc, le poids ici, de cette particule-là, va être relativement élevé. Alors que ici, vous voyez, mes mesures sont un petit peu à côté de mes points de repère. Puis ici, mes mesures, ici, elle est très à côté et ici, elle est très proche. Donc, ce qui va arriver avant normalisation, ça peut être que je peux avoir un poids de 0,8 ici parce que mes mesures sont consistantes pour cette particule-là. Alors qu'ici, elles sont quand même pas si mauvaises que ça. Vous voyez, je ne suis pas si loin que ça. Là, alors qu'ici, vous voyez, je suis très, très, très loin. Donc, je vais avoir un poids très, très faible. Donc, ce qui va arriver, c'est que cette particule-là va nécessairement survivre ou va fort probablement, survivre le resampling, alors que ceci va probablement disparaître. Donc, vous voyez, les mauvaises cartes, c'est comme ça qu'on les flush, ploc, puis on va plutôt rester avec celle-ci. Et probablement peut-être un petit peu de celle-ci. Vu que c'est donc, les équations de notre système, donc on avait des mesures polaires. Donc, on a que le R, c'est égal à donc le delta X, là, c'est la position du landmark en X moins la position du robot en X. Même chose pour le Y. Là. On a les équations de mesure ici. Là. Ça, c'est simplement la distance euclidienne. Ça, c'est simplement la mesure d'angle. Et là, comme c'est un système non linéaire, arctangente, racine carrée, d'où l'utilisation du EKF. On va calculer les matrices ici. La matrice, je me souviens bien, c'est gamma. Donc, la matrice qui est reliée à la mesure. Donc, on voit ici les termes là, de la jacobienne de la mesure. Là. Simplement prendre ça ici et calculer les dérivés partiels. Je vais ici ma covariance associée au landmark L avec sa moyenne U. Puis dans le fond, on va simplement appliquer les équations ici. Vous voyez, là, j'ai H, ça, je peux le calculer à partir des équations ici. Ça, je peux le calculer, c'est l'innovation. J'ai mon gamma qui est ici. J'ai mon P aussi. J'ai et ça, c'est le bruit associé à mes mesures. Donc, vous voyez, toutes les matrices ici sont définies. C'est comme ça qu'on arrive à je fais tourner la partie mise à jour du EKF pour chacun des points de repère. Donc, ça va venir faire comme un réajustement du point de repère. Si on regarde des résultats, je vais vous montrer une simulation tout à l'heure, mais si on regarde dans les résultats, donc de l'article original de FastLab,
On voit ici que ce qu'il y avait, c'est un pick-up avec un lidar 2D ici. Puis il avait choisi, c'était le parc, je pense, c'est le parc Victoria à Sydney. Puis ils sont promenés avec le pick-up. Ils ont fait une trajectoire. Puis essentiellement, les troncs d'arbres, c'était les points de repère. Parce qu'un tronc d'arbre, ça se voit bien dans un scan lidar. Et si on utilise simplement l'odométrie, on voit donc la trajectoire, elle finit par diverger un peu. Alors qu'avec leur technique de FastLab, vous voyez comment je me rappelle plus lequel est lequel est le ground truth, lequel est l'estimation. Mais bref, ce qu'on voit ici, c'est que ça ne diverge pas. La vérité terrain et le filtre ont des valeurs très similaires. Et ils sont intéressés à savoir, ben, ça prend combien de particules pour être capable dans ce filtre-là, pour être capable d'estimer la trajectoire. Puis, on voit ici le 10 exposant 0, c'est une particule. Puis, vous voyez, juste avec 10 particules, on est capable de bien s'en tirer au final. Donc, c'est une belle démonstration de comment la Rao-Blackwellisation permet de résoudre un problème qui aurait nécessité une quantité phénoménale de particules. Puis ici, avec un nombre très limité, on a des résultats qui sont quand même fort intéressants. Et encore là, ici, on fait l'hypothèse qu'on a l'association entre mesure et le landmark qui est faite pour nous. Parce que s'il est inconnu, il y a des risques qu'on se trompe. Mais c'est là un petit peu l'avantage d'une approche de type filtre à particules, parce qu'un filtre à particules, si vous vous rappelez, là, fondamentalement, c'est une technique qui est multi-hypothèse. Chaque particule est une hypothèse, donc chaque particule contient une carte, donc chaque carte peut être légèrement différente. Puis dans le cas de KFSLAM, j'incorpore l'information, puis après ça, je jette les données, et j'ai juste une hypothèse pour laquelle je fais le suivi. Donc, si j'ai fait une erreur de data association, ça se peut que mon hypothèse maintenant unique devienne très mauvaise. Alors que pour le FastLab, ça se peut que ce qui arrive, c'est que dépendant des variations de distribution, ben, que certaines particules fassent des bonnes associations, puis d'autres fassent des mauvaises associations, parce que je me base sur des questions des ratios de distance entre un impact lidar puis la position de point de repère. Donc, le fait que le FastLab contienne plusieurs cartes, ben, éventuellement, pas éventuellement, mais il se pourrait que justement, je fasse des mauvaises associations parfois, puis des bonnes dans d'autres. Puis clairement, ce qui va arriver, c'est que les cartes pour lesquelles les particules pour lesquelles j'ai fait les mauvaises associations, les cartes vont se mettre à diverger. Puis une carte qui se diverge, ben, ça veut dire que la vraisemblance des mesures devrait chuter. Donc, le poids de la particule va chuter. Donc, éventuellement, la particule va se faire resampler, disparaître. C'est ce qu'on voit ici dans un article qui est tiré du Handbook of Robotics, avec 3 particules, avec 3 cartes différentes. C'est des accumulations de scans lidar. Puis, ce qui arrive, c'est que donc, chaque particule va avoir des positions différentes, des cartes différentes. Et ce qu'on voit, c'est lorsque le robot vient finir. Donc, ça commence ici, puis dans le fond, on fait une trajectoire en boucle. Puis, vous voyez ici la particule, on voit ici qu'il y a un grand écart ici, donc dans l'estimation. Donc, vous voyez ici une duplication des murs, alors que pour les particules ici, donc, vous voyez, il n'y a pas de duplication de murs. Donc, ce qui va arriver, c'est que rapidement, cette carte-là ici va générer des estimés de mesures qui sont incohérents avec les vraies mesures, donc la vraisemblance va chuter rapidement. Ça rajoute une certaine robustesse. C'est pas parfait, mais ça en rajoute un peu quand même une certaine robustesse. Je vais partir de la simulation maintenant pour le FastLab. Ça va être assez chargé comme visuellement. Donc, je vais avoir 3 particules. Puis là, pour vraiment simplifier au maximum j'ai réduit l'affichage l'univers à une seule particule, sinon ça devient très rapidement surchargé visuellement. Donc là, j'ai initialisé mon filtre. Donc, chaque particule, je le répète, va contenir à la fois la position du véhicule et dans le fond, une distribution normale qui correspond à l'estimé du point de repère, parce que ici, j'ai seulement un point de repère. Et là, dans la figure ici, ce que je trace essentiellement, c'est le robot, la portée du capteur ici, et j'ai simplement imprimé la position des 3. Vous voyez, la particule 3, point de repère 1, particule 2, point de repère, pardon, particule 3, point de repère 1, particule 2, point de repère 1, particule 1, point de repère 1. Donc, vous voyez, les 3 hypothèses sont franchement différentes. On les voit ici pour chacune des particules. Donc, ici, on continue. Donc, vous voyez, les trois hypothèses sont relativement différentes. J'ai un point de repère ici. Et notez comment P3, vous voyez, est très proche par hasard, là, est très proche du point de repère 1. Donc, ce qui va arriver, c'est que normalement, la particule 3, c'est elle qui devrait remporter. Dès que je commence à avoir des mesures de mon point de repère, la particule 3 devrait remporter très, très vite. Ça va être plus difficile à voir. Comme vous voyez ici, maintenant, j'ai 3 points de repère, 1, 2 et 3. Donc, mes hypothèses, vous voyez ici, comme au début, lorsque j'initialise mes 3 filtres, mes 3 particules ont des hypothèses très, très différentes. Puis, c'est pour ça que je vous dis, ça vient gâcher un peu le truc.
Et vous voyez comment rapidement, les particules maintenant ont rendu des cartes pratiquement similaires parce qu'il y avait juste une des particules qui avait un point de repère initialisé au hasard qui était proche de la position du vrai point de repère. Bon, je continue à me déplacer. On va voir lorsque je vais visiter 2. Éventuellement, je vais avoir de la mise à jour de mes fils de Kalman. Donc, lorsqu'on va percevoir la deuxième particule, donc vous voyez ici, là, les fils de Kalman viennent faire converger l'estimé de la position du point de repère vers la position qui est réelle. Puis après ça, bon, je vais aller voir le point ici. Vous voyez ici, là, j'ai encore mon point de repère 3 qui est, dans toutes les particules, il est très vaste. Là, c'est la covariance ici. On va voir, dès qu'on va avoir des mesures qui vont arriver, ben, les mises à jour du fil de Kalman vont se faire sur l'estimé de la position vous voyez ici. Ça part très loin au début parce que c'est quand même un fil non linéaire, le KF. Pour un certain temps, mais éventuellement, vous voyez, on va converger vers l'estimé de la position du point de repère va converger vers la position réelle. Notez que quand je vois juste ce point de repère-là ici, vous voyez comment je n'ai pas mis à jour ici les points de repère. Alors que dans le cas du EKF, on aurait vu des déplacements pour ces points-là parce qu'il y a la matrice de covariance. Donc, vous voyez, on perd un peu peut-être en termes de vitesse de convergence sur la carte, mais on gagne en termes de vitesse de calcul. Je dis, j'aurais aimé ça le faire avec une seule particule, mais là, je ne sais pas pourquoi. Il y a un bug qui s'est inséré dans les dernières minutes. Mais vous devriez normalement avoir vu la mécanique. Je peux le recommencer une autre fois. Voilà. J'ai 3 particules ici. Chaque particule a initialisé au hasard des points de repère. Puis on va essayer de faire une prédiction ici. Donc, vous voyez, j'ai un point de repère ici. Et mais là, je n'ai pas la numérotation, donc c'est difficile de prédire, mais vous allez voir là, rapidement, il y a une particule. Donc, vous voyez, c'est une particule qui a été copiée parce que si vous regardez les autres hypothèses ici, elles sont identiques là, pour les autres. Donc, c'est ça le resampling qui vient faire. Donc, le fait au début, surtout d'avoir des hypothèses très variées, c'est comme si vous vous rappelez, lorsqu'on fait la localisation globale avec un fil de particules, on met des particules partout, puis éventuellement, ça condense dans un nuage. Mais c'est important de bien couvrir l'environnement pour être capable de bien être capable de se localiser de façon globale. Puis ici, dans le fond, d'avoir beaucoup de particules avec beaucoup de cartes initialisées au hasard, ben, avec une certaine probabilité, on sait qu'il y a une carte qui devrait être pas trop loin de la vérité. C'est un peu le take-home message. Vous avez ici un exemple de monoslam. Donc, ils ont fait ça avec une caméra tenue à la main. Là, et on voit ici, par exemple, la carte 3D. Donc, on voit la position des points de repère, là, les ellipses ici, dans le fond, c'est en 3D. Là. Vous voyez comment on cherche les points de repère qui sont des coins essentiellement dans l'environnement. On voit comment, à mesure qu'on se déplace, là, la carte se construit. Et donc, les autres ont utilisé donc, SIFT comme descripteur pour les donc, un corner detector. Après ça, il y a associé une signature qui est SIFT. Et après ça, l'algorithme FastSlam pour permettre, dans le fond, de montrer qu'on est capable de créer des cartes en 3D à partir donc d'un flux vidéo. Je vais le faire avancer un peu. On voit ici donc les différents résultats là, de cette carte-là. Puis on voit quand même une certaine divergence là, parce que ici, c'est une trajectoire qui est linéaire. Là. Ils ne font pas essentiellement de loop closure. Donc, ça fait des divergences qui sont plus grandes. Voilà, donc c'est la partie FastSlam qui va nous permettre d'aller plus vite pour la gestion des cartes, parce qu'il n'y a pas le terme à n carré qui était présent avec les EKF-SLAM. La dernière approche, ça va être l'approche de type GraphSlam. GraphSlam, elle est intéressante parce qu'elle est visuellement plus facile à comprendre, puis elle nous fait vraiment ressortir l'importance de la trajectoire lorsqu'on crée des cartes. L'intuition derrière ça, c'est de transformer notre problème en graphe. Si vous vous rappelez, au début de la leçon d'aujourd'hui, j'avais montré une figure des méthodes graphiques probabilistes où on avait des petits cercles avec les variables aléatoires et des lignes qui indiquaient les dépendances. Mais ça va être exactement la même chose. On va créer un graphe et chacune des arêtes va être des contraintes non linéaires, c'est des contraintes de mesure, par exemple de distance et d'angle, ou des mesures d'odométrie. Et chacun des nœuds, ça va être donc des variables aléatoires, si vous voulez. Ça va être par exemple des poses du
du véhicule ou un point de repère particulier dans la carte. Et on va découpler notre problème en deux parties. Il va y avoir les données qui rentrent, par exemple les données LIDAR, d'odométrie, et on va voir ce qu'on appelle le front-end. La tâche du front-end, ça va être de tricoter le graphe. Donc, à chaque fois que le robot avance, on rajoute un nœud, puis je rajoute ici un arrêt pour indiquer c'est quoi la relation de distance entre deux nœuds. Et aussi, le front-end est responsable de faire la détection des fermetures de boucle. Donc, par exemple, ici, X5 et X16, c'est les mêmes. Ça serait des régions qui sont similaires. Donc, on va rajouter une arête entre les deux pour indiquer qu'une relation de distance, disons qu'on serait capable d'estimer la distance entre deux nœuds par des méthodes, par exemple, de recalage de nuages de points. Là. Je dirais, je pense que c'est environ 25 cm entre ces deux nœuds-là. On rajouterait une arête entre X5 et X16 qui se dirait, voici une arête d'une distance de 25 cm avec une certaine incertitude. Donc, le front-end, je crée le graphe et on va voir ce qu'on appelle le back-end qui, lui, va faire l'optimisation du graphe. C'est un problème de minimisation de moindre carré, essentiellement. J'ai des contraintes non linéaires et ce que je cherche à faire, donc, c'est de trouver la trajectoire donc l'ensemble des X qui va venir maximiser la vraisemblance du graphe. Pour bien comprendre le graphe SLAM, il faut le voir comme étant une structure métallique élastique. Vous allez voir, c'est exactement mathématiquement le même problème. Donc, j'ai une pause ici, j'ai un point de repère, puis c'est comme si je disais, une contrainte non linéaire, c'est comme si je plaçais un ressort, puis j'aurais un ressort là, qui opère à la fois en traction, traction-compression, donc une constante de Hooke normale, puis aussi en torsion. Donc, par exemple, si je prends le point de repère ici, puis je le déplace vers là, il y a une torsion qui serait appliquée à la base ici. Là. Donc, j'aurais aussi des forces de ressort en torsion. Et au repos, la longueur de ce ressort-là, c'est exactement la mesure. Donc, si j'ai une seule mesure entre un point de repère et un robot, mon ressort est au repos, donc la longueur qu'il va avoir, c'est la longueur de la mesure. C'est normal, j'ai juste une évidence. Donc, clairement, la meilleure position pour un point de repère, c'est la mesure. Ça va devenir intéressant lorsque je vais avoir plusieurs mesures du même point de repère. Donc, ici, j'ai avancé mon robot. Donc, on va rajouter ce qu'on appelle une contrainte d'odométrie. Encore là, ça va être un ressort avec une certaine distance. La distance, ça va être quoi? Ça va être la distance de la commande. En disant, je me suis déplacé de 25 cm. Donc, c'est 25 cm. Et la constante de Hooke, la rigidité du ressort, ça va être relié à c'est quoi l'incertitude de mon déplacement ici. Puis, plus l'incertitude est faible, plus le ressort va être rigide. Donc, si vous voulez, là, ça va être la constante de Hooke, là, ça va être l'inverse de la covariance. Là. Donc, essentiellement, c'est l'information. Donc, imaginez ici, si j'avais juste ce ressort ici, le point de repère, et ce ressort-là, avec ces trois nœuds-là, ces deux ressorts-là, dans le fond, auraient leur longueur au repos. Sauf si je suis ici et je prends une mesure du point de repère ici. Donc, on rajoute une nouvelle contrainte. On dit, là, j'ai fait une mesure ici qui me dit j'ai une distance de temps pour tel point de repère avec un angle de temps. Et là, si vous vous amusez, vous connectez trois ressorts comme ça, il ne faut pas oublier aussi, il y a de la torsion ici. Là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des forces qui vont être induites. Parce que fort probablement que les trois ressorts au repos, si je ne connecte pas le bout ici, la chaîne avec le bout qui est là, les ressorts les ressorts vont générer une ouverture. Mais là, je dis non, c'est le même point de repère, donc je dois fermer ici. Puis en fermant, il va y avoir des forces qui vont être induites dans les ressorts. Et essentiellement, ce qu'on cherche à faire, c'est minimiser l'énergie stockée dans les ressorts. C'est ce qu'on va faire. Ou, dans notre cas, c'est maximiser la probabilité. Donc, c'est comme ça qu'on construit notre graphe. On a nos contraintes non linéaires, on a nos nœuds, et ainsi de suite. Vous voyez, si j'ai fait un déplacement supplémentaire, là, je vais avoir une nouvelle contrainte de mesure ici, contrainte d'odométrie, et ainsi de suite. Et là, j'ai un paquet de ressorts connectés ensemble de même. Et là, je dois, après ça, quand on fait le back-end, c'est de minimiser l'énergie de compression et de torsion de tous ces ressorts-là. Pourquoi c'est similaire? Pourquoi ce problème-là parce que nous, on travaille avec des probabilités, là, on ne travaille pas d'énergie de ressort. Mais pourquoi c'est le même problème? Si on regarde ici, on cherche donc la carte qui va maximiser donc, la probabilité que la trajectoire et la carte, dans le fond, soient générées à partir de ces mesures-là, de ces commandes-là et ces mesures-là.
Donc, on cherche la meilleure carte possible et la meilleure trajectoire possible. Donc, c'est le argmax ici. Puis, c'est des probabilités. Donc, on a des indépendances. Si vous vous rappelez, on a fait nos graphes de calcul sur, on a des indépendances. Donc, en bout de ligne, ce que ça devient, c'est simplement le argmax d'un grand produit d'un paquet de probabilités ensemble. Des probabilités de mesure puis des probabilités d'odométrie ici. Donc, ça, c'est pour le full slam. Ici, c'est vrai, le graph slam, là, on résout vraiment le problème du full slam, c'est qu'on va vouloir trouver la trajectoire qui est la meilleure, la plus vraisemblable selon les déplacements et les mesures. On peut faire le logarithme ici parce que le argmax, le logarithme, c'est une fonction monotonique. Donc, de faire le argmax de quelque chose ou le argmax du log de quelque chose, la réponse ici va être la réponse de la maximisation va être la même. Donc, si j'ai un produit, un grand produit puis un autre produit, donc quand on fait un logarithme, les produits deviennent des sommes. Donc, oui, ici, c'est les sommes des logarithmes des probabilités de déplacement puis des probabilités de mesure. Et on a fait l'hypothèse que nos bruits sont tirés de distribution gaussienne. Ce n'était pas un accident. Parce que si on regarde ici le logarithme, ici, ça va être dans le fond notre équation d'une gaussienne, qui est celui-ci. Lorsqu'on fait le logarithme de ce terme-là, j'ai un produit ici entre ça et ça ici. Ça ici, dans le fond, ça va être une constante et on s'en fout parce que lorsqu'on fait de la maximisation ou de la minimisation, les constantes n'ont pas d'importance. Donc, ce terme-là ici va finir par disparaître. Et on va avoir un terme ici qui est, dans le fond, l'écart entre x et mu au carré divisé par 2 sigma. Le sigma ici étant l'incertitude pour chacune des mesures, là, ou la matrice de covariance, si j'ai pour des systèmes qui sont plus qu'une dimension. Et en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est l'énergie d'un ressort, c'est quoi? C'est une demi constante de Hooke moins quelque chose au carré, une différence au carré. Donc, c'est vraiment la même chose. Lorsqu'on vous fait du graph slam, imaginez-vous que c'est un problème de connecter des ressorts ensemble. Puis la rigidité d'un ressort, c'est égal à 1 sur sigma carré ou la matrice ou l'inverse de matrice de covariance. Là. Donc, plus mon information, plus ma mesure est précise, plus sigma est petit, plus mon ressort est rigide. Et si je connecte un ressort très rigide avec un ressort qui est mou, ben, sans grande surprise, c'est le ressort qui est mou qui se déforme, ce n'est pas le ressort qui est rigide. Donc, même chose ici. Si j'ai une évidence qui a une faible covariance, puis une évidence qui a une grande covariance, ben, c'est le repère, disons qu'il y avait une faible covariance. Une grande covariance, ben, c'est la position du repère qui va se déplacer dans la carte parce que c'est le ressort qui est mou, et ainsi de suite. Donc, quand vous voyez un graphe comme ça, vous pouvez quand même imaginer un peu c'est quoi la robustesse, pas la robustesse, mais la rigidité de l'ensemble de la trajectoire. Parce que, je vais faire une illustration ici. Imaginez que vous faites, vous voulez construire un pont qui est un assemblage de poutrelles d'acier. Clairement, si vous faites un pont qui a de l'air de ça, disons, ça ici, disons que ça, c'est à côté sur la terre ferme. Ça flotte dans les airs. Ben, ce n'est pas une structure qui va être très, très, très rigide. Rendu au bout ici, ça va être très flexible. C'est quasiment plus comme un tremplin pour sauter, faire du plongeon. Alors que si vous faites une structure métallique qui a l'air de quelque chose comme ça, hein, j'en mets beaucoup là. Ça, c'est mes petits points. Ça, ça peut être des landmarks et des trajectoires, et ainsi de suite. Mais clairement, cette structure-là ici, si vous appuyez une force ici, bien, il y a beaucoup de poutrelles qui vont être capables de venir supporter la force ici. Donc, la flexibilité au bout ici va être beaucoup plus faible que celle-ci. Donc, c'est exact. Si vous êtes capable de visualiser que ça va être plus rigide que ça, bien, vous êtes capable de visualiser cette carte-là ici va être meilleure que celle-ci, parce que c'est le même problème. Donc, lorsqu'on fait du graph slam, donc je vais avoir mon odométrie ici. Donc, on fait mon robot part, il est à l'endroit ici. J'ai un déplacement dans une contrainte d'odométrie. J'ai mon nouveau nœud qui est dans une nouvelle position, et ainsi de suite. Là, je me promène. Donc, ce qui arrive, j'accumule beaucoup d'erreurs. Puis, ce qui va arriver, là, à un moment donné, je vais découvrir, j'ai un loop closure ici. Et là, imaginez encore là que ça, ce sont des liens en métal qui sont flexibles, puis que la rigidité va dépendre là, de la matrice d'information. Et là, ce que je vais vouloir dire, bien, si ces deux nœuds-là sont pareils, ça veut dire qu'il faut que ce nœud-là ici, éventuellement, vienne se superposer à celui-ci. Donc, je vais tirer. Qu'est-ce qui arrive si je tire? Bien, la structure ici va venir se déformer, donc le graphe va se déformer. Donc, c'est l'équivalent de dire je propage l'erreur ici à rebours pour faire la correction. Ce qui va arriver, ça va être quelque chose qui va se produire comme ça. Donc, vous voyez ici comment le graphe
on a déplacé la position des nœuds pour être capable de venir faire coïncider ces deux-là parce que notre détection de fermeture de boucle nous a dit que ces deux nœuds devaient être exactement les mêmes. Donc, la partie de tirer les nœuds pour faire matcher ça, c'est la partie d'optimisation, donc le back-end qui va faire donc l'ajustement de tous les nœuds à l'arrière. À mesure que je me déplace, donc je fais une deuxième fermeture de boucle, j'aurai le même système qui se produirait ici. Je détecterai, par exemple, que c'est le même endroit, fermeture de boucle. Après ça, on ferait la correction à rebours, et ainsi de suite. Notez aussi que c'est pour ça que je dis que la visualisation de la structure métallique est très importante. Si je fais une fermeture de boucle ici, on peut facilement visualiser que ces nœuds-là ici et ces nœuds-là ici vont beaucoup se déplacer. Le nœud ici ne se déplacera pas de façon substantielle lorsque je vais faire une fermeture, lorsque je vais fermer la boucle ici. La seule raison pourquoi il se déplacerait un peu, c'est parce que, par exemple, il y aurait eu une espèce de force de torsion qui se serait appliquée ici parce que j'ai tiré ici. Ça ferait déplacer un petit peu les nœuds ici vers le haut, par exemple. Et vous voyez comment la visualisation de la structure métallique nous aide à comprendre l'impact de dire, si je ferme ici, ça va affecter ce nœud-là grandement, mais pas celui-là. Notez que par contre, si j'avais eu une arête comme ça entre ce nœud-là et ce nœud-là ici, vous voyez, si je déplace ce nœud-là ici comme ça, ça va induire une traction ici. Donc, le nœud-là ici, il va venir se déplacer, puis lui aussi va se déplacer un petit peu comme ça, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la visualisation, la compréhension de la structure métallique. C'est vraiment la façon de s'en sortir pour comprendre qu'est-ce que le graph SLAM. Dans la partie front-end, donc, c'est elle qui crée le graphe. Donc, on fait de l'odométrie. On met nos contraintes d'odométrie entre deux nœuds. Ça peut être, on utilise des roues ou on fait de l'odométrie visuelle, de visual odometry, d'odométrie visuelle. On peut par la suite possiblement raffiner avec, si on a un lidar par des ICP. On vient mesurer des points de repère dans l'environnement. On rajoute des nœuds pour les points de repère qui sont nouveaux. Et on doit aussi détecter donc les loop closure, donc les endroits qui sont similaires. Et c'est important, il ne faut pas faire de faux positifs. Si on fait des faux positifs, imaginez que quand on parle de faux positifs, ça veut dire que ce nœud-là ici et ce nœud-là sont les mêmes et qu'ils ont une distance de 10 cm. Ça voudrait dire, imaginez, là, j'aurais un ressort ici qui en ce moment mesurerait peut-être 25 mètres, puis je dirais non. Maintenant, ça doit mesurer 10 cm. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait votre structure métallique, c'est complètement, ça deviendrait une boule. Donc, vous voyez comment de faire une mauvaise association va venir comme détruire la carte. Donc, c'est important de ne pas faire de faux positifs. Et au niveau du back-end, donc, ça va être l'optimisation non linéaire de graphe. Donc, cette idée-là de dire, je calcule c'est quoi les déformations que je dois induire sur le graphe pour être capable de minimiser l'énergie des ressorts ou maximiser la vraisemblance. Il existe différents packages, par exemple G2O, qui va faire de la linéarisation et une technique de Gauss-Newton pas de à Gauss, de Gauss-Newton pour être capable de venir faire c'est un problème de minimisation non linéaire. C'est assez populaire. Il y a des techniques aussi qui sont basées sur des graphes de factor graph, donc SquareSAM, par exemple. Toro aussi, c'est un autre package qui permet de faire de l'optimisation non linéaire. Et ce qui est intéressant, c'est ces deux tâches qui communiquent entre elles seulement via le graphe, si vous voulez. Puis les gens, ce qu'ils font, c'est ils vont avoir sur leur processeur, en faisant l'hypothèse que j'ai un processeur avec plusieurs cœurs, là, il va y avoir un cœur qui va être dédié à faire le front-end. Je vais avoir un cœur ou plusieurs cœurs qui vont être dédiés à faire l'optimisation du graphe. Ce qui fait que le back-end, même s'il se fait pas en temps réel, c'est pas si grave que ça. Parce que, dans la carte s'améliore constamment au fil du temps en termes d'optimisation. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est de se localiser par rapport au nœud. Puis ça, c'est souvent le front-end qui va être bon pour le faire. Puis lui est capable de le faire en temps réel. Fait que c'est bien de pouvoir découpler les deux tâches parce que cette tâche-là d'optimisation non linéaire, elle peut être très coûteuse pour un très grand graphe. Donc, trajectoire est important. J'ai ici une photo du pont de Québec. Quand je vous parlais des structures métalliques, comment il y a beaucoup de triangles, de poutrelles. C'est pour avoir des structures très rigides. Donc, d'avoir des loop closures, essentiellement, c'est de fermer des boucles comme ça. C'est important. D'avoir des mesures précises aussi, c'est important, mais de faire beaucoup de boucles. C'est important pour avoir une structure qui est rigide, donc une carte qui a une faible incertitude. Si vous êtes capable de visualiser la rigidité d'une structure en fonction de la position des poutrelles, vous êtes capable de comprendre, de bien voir ça va être quoi, si une carte va être précise ou non. Et important, si je fais des mauvaises loop closures, donc une mauvaise loop closure, ça veut dire que cette poutrelle, ce sommet-là ici, je le connecte avec, par exemple, celui-ci. Clairement, ce qui arriverait, le pont de Québec, il s'écroulerait parce que là, je voudrais essayer de tordre la structure pour les mettre ensemble. Donc, c'est
faut faire très attention lorsqu'on fait les loop closures. Et aussi, un petit détail, lorsqu'on fait des grandes boucles, ce qui se passe, c'est que c'est des fonctions non linéaires entre les différents nœuds. Donc, plus la boucle est grande, bien, plus l'optimisation non linéaire va être complexe à faire, va prendre du temps parce que on a les approximations vont devenir de plus en plus, disons, erronées à mesure que la boucle est grande. Donc, d'avoir des grandes boucles, ça peut être nuisible, ça peut empêcher l'algorithme de converger. Alors, souvent, on a tendance à vouloir faire des petites boucles, si vous voulez, pour éviter ce problème-là. Et petite illustration ici, on voit ici donc d'un robot qui se promène. On fait notre carte, donc vous voyez justement le graphe qui se construit, les lignes en rouge, donc ont indiqué des contraintes. Et vous voyez comment, oups, on a réussi à corriger le graphe parce qu'on a trouvé des loop closures, par exemple. Vous voyez ici encore là, on se promène, éventuellement, vous voyez, ça leur colle la trajectoire ici. Donc, c'est vraiment l'utilisation de GraphSlam dans les méthodes, je vous dirais, les algorithmes les plus récents, c'est pas mal rendu le standard de facto. Parce que ça nous permet de gérer des grandes cartes, comparativement à EKFSLAM. Puis aussi, ça nous permet de mieux aussi comprendre le processus qui se passe derrière l'exécution de l'algorithme. Puis, on peut souvent aussi créer des algorithmes plus robustes parce qu'on conserve plus d'informations en mémoire. Vous avez ici un exemple de SLAM avec la Kinect. Vous voyez comment la carte se crée. Vous voyez en vert, souvent, ce que ça va être des points qu'on va. C'est la mesure actuelle, là, puis là, on va utiliser ça pour se recaler sur la carte. Et ainsi de suite. On voit ici, là, ils ont fait une première fermeture de boucle. Et ainsi de suite.